Nous sommes dans les locaux de l'école d'économie de Saint-Étienne, qui accueille donc des licences et des masters. Et je suis enseignant, chercheur en économie, spécialisé en théorie des jeux, et membre du groupe d'analyse et théorie économique, qui est une unité mixte de recherche entre Lyon et ici à Saint-Étienne. Alors, quand on parle de théorie des jeux, on pense souvent à des jeux compétitifs, comme les échecs ou le poker. Dans ce cadre, chaque joueur cherche à maximiser son gain en anticipant les actions des autres. Mais il existe un autre type de jeu sur lequel justement on travaille avec mon groupe de recherche, c'est les jeux coopératifs. Ici, les joueurs peuvent former des coalitions et se partager un gain commun. L'idée, c'est qu'ils perdent leur souveraineté stratégique, mais en faveur d'un groupe. La question centrale qui se pose alors, c'est comment partager ce gain de manière juste. Et donc, c'est là qu'intervient une approche typique en économie normative, ce qu'on appelle la méthode axiomatique. Alors, l'économie normative, ça s'oppose à l'économie positive, et j'aime bien la résumer en disant la phrase de Gaëtan Roussel dans la chanson « Il y a ». Parfois, on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, ça c'est l'économie positive. Parfois, on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas, et ça c'est l'économie normative. Techniquement, quel type de principe on peut imposer aux solutions? Je pense à la rationalité collective, par exemple, qui stipule que si une coalition obtient un certain gain, on ne doit pas lui donner moins que ce qu'elle pourrait obtenir de manière isolée. Un principe de justice minimale serait le traitement égalitaire des égaux. En fait, l'idée, c'est que deux personnes dans la même situation doivent être traitées de la même manière. Voilà, mais formaliser des principes comme l'impartialité, l'équité, la solidarité, c'est plutôt difficile parce que chacun a sa propre conception de ces notions-là. Alors, un exemple que j'aime bien et qui illustre la pluralité sémantique de la notion d'équité, il est dû à Amartya Sen, donc un lauréat du prix Nobel en 1998, c'est la parabole de la flûte. Alors, imaginez 3 enfants qui viennent vous voir pour partager une flûte. Le premier la réclame parce qu'il sait en jouer, le second parce qu'il est pauvre et n'a aucun autre jouet, et le troisième parce que c'est lui qui l'a fabriqué. Alors chacun met en avant un critère de justice, c'est à vous de choisir. Cette approche, cette démarche, elle permet de résoudre aussi des problèmes concrets en économie. Je pense au partage de coûts, lorsque par exemple un groupe d'amis fait un achat groupé ou que plusieurs entreprises entretiennent une infrastructure commune, comment répartir les frais de façon équitable. L'exemple des plateformes numériques est intéressant aussi. Comment répartir les revenus des abonnements sur Spotify entre les artistes ou entre plusieurs musées lorsqu'on achète un pass. Dans le cadre des budgets participatifs, comme dans la ville de Lyon par exemple, la répartition du budget entre différents projets proposés par des citoyens, ça pose un dilemme. Est-ce qu'on se base sur le nombre de voix en faveur de chaque projet, dans l'esprit d'une démocratie participative, ou est-ce qu'on tient compte du coût de chaque proposition, dans une démarche plutôt d'efficacité économique? L'idée, c'est qu'un projet très populaire mais coûteux peut se faire aux dépens de projets moins coûteux, plus nombreux, mais tout aussi intéressants. Donc là, on a un dilemme. Certaines de ces solutions sont décrites et mises en œuvre dans l'application en ligne Splidit, que j'aime beaucoup. Alors un autre domaine dans lequel cette démarche est largement utilisée, c'est l'intelligence artificielle. La valeur de Shapley, une solution centrale en jeu coopératif qui a été caractérisée par Lloyd Shapley, prix Nobel 2012, sert par exemple à expliquer les décisions d'algorithmes d'apprentissage automatique. Elle permet de mesurer l'importance de chaque variable dans la prise de décision de l'IA. Alors une fois qu'on s'est mis d'accord sur une solution équitable, il faut s'assurer qu'elle est respectée en pratique, c'est-à-dire dans un contexte décentralisé dans lequel les agents retrouvent leur souveraineté. C'est là qu'intervient le programme de Nash. Alors, John Nash, encore un lauréat du prix Nobel, mais en 1994, qui propose de concevoir des règles du jeu incitatives, des mécanismes qui poussent naturellement les participants à respecter la solution coopérative. Un exemple classique, c'est le partage de la pizza entre 2 personnes. Si une personne coupe, mais que c'est l'autre personne qui choisit en premier,
alors la personne qui coupe est incitée à faire des parts égales, ou au moins équitables. Ce mécanisme simple est ce qu'on appelle en économie une institution, un cadre qui met en place des règles qui favorisent l'équité. Elinor Ostrom, lauréate du prix Nobel en 2009, a montré que des institutions efficaces peuvent émerger socialement, même sans l'intervention de l'État, et qu'elles sont souvent la clé pour gérer collectivement des ressources naturelles comme des forêts, des réseaux d'irrigation, des pêcheries ou des pâturages. Tout comme pour la pizza, ces institutions aident à garantir que les règles soient respectées et que chacun agisse dans l'intérêt commun.